Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Il est midi et bienvenue dans votre journal à la une. La campagne moisson-battage bat son plein à Khenchela avec à l'horizon 50 quintaux à l'hectare cette année. L'occasion pour nous d'évoquer le dynamisme que connaît le secteur agricole dans cette wilaya. Et comme exemple dans ce journal, la culture céréalière dans la commune de Rouidjel Sidi Nedji. Et à l'étranger, le Mekhzen au Maroc, de nouveau dans l'œil du cyclone et les révélations dangereuses de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed El Bataoui, qui révèle qu'au moins 4000 soldats marocains participent activement à l'agression barbare sioniste sur la bande de Gaza. Et une petite escapade à la fin de ce journal avec Olidi Yousfi et dans le grand format qui nous emmène pour une virée à Tissimsil, très exactement au parc national de Tniyat El Had, au cœur de Dame Nature. À la faune et la flore très diversifiée se dresse ce parc très prisé par les randonneurs. Voilà pour les titres. Merci pour votre attention. Tout d'abord, l'Algérie abritera les 26 et 26 mai au Centre international des conférences Abdallah Tefrah à Alger les travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe sur convocation de son président Ibrahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. Le comité exécutif de l'Union se tient aujourd'hui en prévision du lancement des travaux du congrès. Sa 34e réunion à l'ordre du jour du congrès comprendra les séances de travail, des réunions et des commissions en plus de la Palestine et des conditions de la femme, de l'enfant et de la jeunesse et des affaires politiques et des relations parlementaires. Les travaux du Congrès seront sanctionnés par un communiqué final avant l'organisation d'une cérémonie symbolique pour célébrer le 50e anniversaire. L'Algérie enregistre cette année une production record dans la céréaliculture, considérée comme épine dorsale de l'économie nationale. Le pays a réalisé des avancées importantes à la faveur de la dynamique insufflée par les différents programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics pour promouvoir ce secteur stratégique. L'exemple à Khenchela dans ce journal et à Médéa avec Raouf Hamouche. Nous sommes dans la commune de Rouidjel Sidi Nedji à Khenchela, une région connue pour ses terres fertiles et sa production céréalière abondante. Ces dernières années, le secteur agricole connaît une dynamique sans précédent. Les efforts des céréaliculteurs ont permis de réaliser des résultats satisfaisants. Dieu merci, aujourd'hui la campagne de moisson-battage bat son plein à Khenchela. Comme vous le voyez, nous avons commencé à récolter le blé pour ensuite le transporter vers les silos. Cette année, nous tablons sur une bonne production de 50 quintaux à l'hectare. Nous sommes sur la bonne voie. Nous souhaitons avoir dans l'avenir une banque céréalière et ce pour assurer la sécurité alimentaire du pays. En effet, la céréaliculture fait partie intégrante des stratégies à travers lesquelles l'État vise à atteindre son autosuffisance en la matière, grâce aux nombreuses mesures incitatives et l'extension de la surface céréalière emblavée, notamment dans les wilayas du sud. Des dunes de blé acheminées aujourd'hui vers les wilayas du nord, comme ici à Médéa, où 24 points de collecte de céréales ont été ouverts pour faciliter le transport de la production vers ces points de stockage et réduire la pression sur le grand centre de collecte de Barwaguia, relevant de la coopérative commerciale de légumes secs. Après avoir reçu de grandes quantités de la collecte de céréales depuis les wilayas du sud, notre rôle ici au niveau de la CCLS de Barwaguia est de nettoyer, trier et de transformer ces quantités pour ensuite les distribuer aux agriculteurs de la région. L'Algérie a franchi aujourd'hui une étape majeure vers la sécurité alimentaire en se positionnant à la deuxième place continentale en matière de production de blé, et ce durant la campagne 2022-2023. Une performance remarquable qui couronne des efforts inlassables et l'adoption de techniques modernes, positionnant le pays comme un des acteurs leaders dans le paysage céréalier africain. Et l'occasion pour nous de parler de cette unité de production de semoule. À l'origine d'une semoule de qualité, l'une des plus importantes minoteries nommée El Forsen, située dans la zone industrielle de Saïda, qui tourne à plein régime, produisant de la farine et de la semoule
en haute qualité et en diverses quantités. Ces produits, justement, répondent non seulement aux besoins du marché local, mais également du marché régional, contribuant à l'approvisionnement durable des consommateurs, nous dit Rina Lourari dans ce reportage. Implantée sur 34 hectares dans la zone industrielle de Saïda, cette minoterie tourne à plein régime afin de produire en abondance différentes variétés de semoules et de farine. Des produits de qualité soumis à un contrôle rigoureux et qui répondent aux besoins du marché local. Capacité de trituration de la farine, 2000 quintaux par jour. يمر على مراحل les brailleurs, les convertisseurs et le cylindre de stockage. Pour conditionnement في la farine عندنا 50 وال 25 وال 10 كيلو. Et la semerie نحن فيها 1000 quintaux par jour. Conditionnement في ال 10 كيلو وال 25 كيلو. La moyenne et la fine. Nous veillons à effectuer un contrôle rigoureux afin d'assurer la bonne qualité de nos produits. Toute dégradation détectée dans le processus est immédiatement signalée et prise en charge. Avec un effectif de plus de 120 travailleurs, ce complexe industriel a permis la création d'emplois allant de la production à la gestion. Cette minoterie compte environ 126 employés répartis en équipes. Certains agents sont chargés de remplir les sacs, tandis que d'autres assurent la surveillance et le contrôle des machines de production. Il y a également une équipe de maintenance et une autre chargée de la gestion des stocks, de la matière première et de produits finis. Cela fait 7 ans que je travaille dans cette usine. Je suis responsable du remplissage des sacs, tout en vérifiant le produit et en respectant scrupuleusement le poids indiqué. En plus des postes d'emploi générés, cette unité contribue à la redynamisation de l'économie régionale en assurant l'approvisionnement de plusieurs wilayas limitrophes, à l'image de Naama et d'Al-Bayad. Toujours au volet industrie, voici à présent un autre type d'investissement. Cette unité de production de tout type de câbles électriques de basse, moyenne et haute tension. L'unité s'est faite une place dans le marché national grâce à un produit de qualité répondant aux normes internationales installé à Oran. Cette câblerie emploie plus de 300 personnes. Elle est arrivée aujourd'hui à placer ses produits sur le marché africain, nous dit Yasmine Amri dans ce reportage. Spécialisée dans la production des câbles électriques, cette unité a réussi à marquer de son empreinte le marché national. Mieux encore, elle est aujourd'hui une des entreprises leaders dans le domaine de la fabrication électrique, en mettant sur le marché des produits répondant aux normes internationales. Au niveau des ateliers de la câblerie, on fabrique tout type de câbles avec des différentes gammes qui répondent aux normes et qui sont homologués. On cite par exemple les câbles basse tension, moyenne et haute tension et aussi les câbles spéciaux. Par exemple les câbles anti-feu, les câbles sans halogène et les câbles OPJ WF. Les étapes de production passent par la transformation de divers matériaux comme les polymères, le plastique et les métaux non ferreux, notamment l'aluminium. Et puis pour passer à l'assemblage par des lignes automatisées ou bien semi-automatiques pour bien finaliser par des tests électriques. Il y a des produits, par exemple concernant le câble, il y a des produits qui sont à 100% de taux d'intégration. Mais la moyenne globale des produits du groupe, elle est à 70%. L'entreprise, qui dispose de 4 unités de production, est dotée d'une chaîne robotisée qui assure la fabrication d'une gamme variée de produits. Elle est devenue un partenaire incontournable pour les industriels nationaux et étrangers. En effet, ils sont plus de 1000 travailleurs, toutes spécialités confondues, issus des universités et des instituts algériens, à exercer au sein de cette entreprise.
La première filiale, elle est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de fils, câbles et câbles électriques. Câbles basse tension, moyenne tension, haute tension et câbles spéciaux. La deuxième filiale, c'est JSB Énergie, qui est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de transformateurs et de cellules, donc tous les équipements concernant les transformateurs. La troisième filiale, qui est Maghreb Lampe, avec son nom commercial CAS, qui produit et commercialise aussi des solutions d'éclairage base de technologie LED, éclairage domestique, et fabrique aussi notamment l'appareillage électrique et les accessoires électriques. La quatrième filiale, qui est GSB Green Power, elle est spécialisée dans l'étude, la réalisation et la maintenance de solutions à base d'énergie renouvelable. On exporte depuis maintenant 8 ans. On a réalisé pas mal d'opérations d'exportation vers différents pays d'Afrique, vers le Soudan, le Sénégal, le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres pays. Et on est maintenant en négociation avec d'autres pays pour exporter. La réussite de cette entreprise vient couronner la conjugaison des efforts des pouvoirs publics et des opérateurs nationaux qui aspirent à contribuer au nouvel essor économique du pays. Et à noter que cette entreprise emploie 1000 personnes et non pas 300. Le corail, cette matière pêchée au large d'El Qala dans la wilaya de Taraf, sert à la fabrication, comme vous le savez, de différents bijoux. Notre équipe de tournage est allée à la rencontre de ces artisans formateurs dans cet atelier consacré à la transformation de cette matière précieuse. Des stagiaires viennent des 4 coins de l'Algérie pour apprendre le travail sur l'or rouge. Nous dit Bédi Amari dans ce reportage. C'est des profondeurs de la mer Méditerranée, plus précisément à l'extrême est de l'Algérie, qui extrait l'or rouge, la matière première qui atterrit entre les doigts de ces femmes artisanes pour façonner de beaux bijoux. Un travail qui demande de la patience, de la persévérance, mais aussi de la passion pour l'art. Nous sommes ici dans un atelier d'artisanat à Omtboul, dans la wilaya de Taraf, à la frontière algéro-tunisienne. Je suis artisane en corail depuis 1996. Avant de faire l'enfilage, nous trions d'abord les couleurs. La finition prête. Notre wilaya et l'Algérie regorgent de cette richesse. Je suis dans ce métier depuis 25 ans. Je l'ai hérité de mon père qui est artiste peintre et en même temps artisan de corail. J'ai appris ce métier chez le père de mon ami Morad et depuis on travaille ensemble. Mais comment ces beaux bijoux en or rouge sont-ils fabriqués? Avant qu'ils ne soient mis sur le marché, ils passent par plusieurs étapes: le triage, le lavage, le coupage, le ponçage et le perçage, qui demande beaucoup de précision. Le perçage est l'étape la plus importante. Elle permet de faire l'enfilage et le façonnage des bijoux. Cet atelier, en plus de fabriquer de belles pièces pour embellir les femmes, s'occupe de former les jeunes dans la transformation du corail et de la fabrication de bijoux. Les stagiaires que nous avons rencontrés ont des projets plein la tête. L'État nous a accompagnés et soutenus. Nous comptons préserver ce patrimoine et ce métier artisanal. L'annonce de l'ouverture incessante de la pêche au corail nous encourage davantage. Dans notre atelier, nous avons formé de 2019 à ce jour 300 stagiaires de tout le pays. Je suis venu pour faire une formation le corail, المرجان. هذه الفورماسيون هذه كانت من بكري كنت نحب الكوراي. C'était une formation durée de 3 mois. C'est au centre de formation d'El Qala et le lundi on passe à l'atelier de monsieur Achour Mourad pour pratiquer. Dans le futur, moi j'ai envie de faire la vente, de faire une bijouterie de corail, voilà. Je suis ici pour apprendre la transformation du corail. Mon objectif est d'ouvrir un local de fabrication et de formation pour transmettre ce que j'ai appris à d'autres personnes.
La passion pour le corail a été transmise à Mourad, ses frères et son associé Moussa par Ammi Bouhlem, artiste sculpteur sur bois de bruyère dont l'aventure a commencé dans les années 70. Un jeune artiste de la télévision, il a voulu prendre un souvenir de là où il est de Il n'a pas trouvé, parce qu'il se vend sur le soir. Là, j'ai été touché. Je n'avais pas quoi lui offrir. Et je me suis mangé dans la recherche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marque la ville d'El Khala? Et l'aventure continue pour cet être à l'âme qui respire l'art et qui ne se lasse jamais de transmettre son savoir et son vécu à ses enfants. Et c'est ainsi que la transformation du corail passe d'une génération à une autre dans cette belle région de l'Algérie qui n'est autre qu'Atarf, aux abords d'une mer qui n'a pas dévoilé tous ses secrets et ses richesses. Et un artisan peut en cacher un autre avec notre journaliste Rina Lourari. Nous vous invitons à découvrir à présent le monde de Abdelkader Qadri. Avec son savoir-faire, Abdelkader confectionne de magnifiques objets, par exemple des sacs à main ou encore des paires de mules et des porte-monnaies à base de cuir naturel. Le secret de sa réussite dans ce monde reste l'amour de ce qu'il fait. Regardez. Cela fait une trentaine d'années depuis que Ammi Abdelkader a embrassé une carrière dans le monde de l'artisanat. Natif de Saïda, c'est de cette région qu'il a fait ses premiers pas dans la maroquinerie, un art dans lequel il excelle grâce à un savoir-faire unique qu'il a passionnément développé tout au long de ses années de pratique. J'ai commencé ma carrière en 1993 en tant que cordonnier et artisan en cuir. Après une pause de quelques années, j'ai repris cette activité et je me consacre désormais entièrement à la maroquinerie. Mon travail consiste à utiliser des peaux d'animaux naturels selon les modèles. Par exemple, pour les porte-monnaies et les sacs, j'utilise souvent la basane, qui est une peau de chèvre fine et facile à travailler. Maître de son art, cet artisan a transformé son atelier en un véritable temple où le cuir prend vie sous ses doigts habiles, donnant naissance à des souliers, sacs, sandales, porte-monnaies et bien plus encore. Il n'y a plus beaucoup d'artisans en maroquinerie dans la wilaya de Saïda. C'est un métier rare et précieux que j'ai la chance de pratiquer. Actuellement, je fabrique une grande variété de produits en cuir, mais principalement les souliers traditionnels. Chaque pièce est faite à la main et nécessite l'utilisation de nombreux outils et techniques. Il est rare que j'utilise des machines. Cela dépend du modèle que je crée. Récemment, j'ai organisé une formation au profit des jeunes de la région qui souhaitent se lancer dans ce métier. Je leur ai appris à fabriquer les souliers traditionnels. Mon objectif est de faire perdurer cet art et de transmettre mon savoir-faire aux nouvelles générations. Attaché aux traditions, Ammi Abdelkader œuvre avec dévouement à préserver et à transmettre son savoir-faire artisanal aux générations futures afin d'assurer la pérennité de cet art. Dans l'actualité internationale et au dossier palestinien, la Cour internationale de justice avait ordonné l'arrêt immédiat des attaques en Palestine occupée. Mais la situation du peuple ne fait que s'aggraver avec une intensification des bombardements et une famine qui menace les civils, surtout les enfants. Voici le compte rendu de Mejda Jahmoun d'après la correspondance depuis Gaza de Wissem Abou Zaid. Au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice ordonnant l'entité sioniste de stopper immédiatement son agression contre Rafah dans le sud de la bande de Gaza et de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire ainsi que la libération immédiate des otages à Gaza, de nouvelles attaques frappent de plein fouet la bande de Gaza. Au moins 7 Palestiniens ont été tués lors des attaques menées au nord de Gaza dans les quartiers d'El Ferroucha et de Shkeik Radwa.
Tant bien que mal, notre correspondant Wissem Abou Zaid nous dresse quotidiennement un tableau de la situation catastrophique à laquelle les Gazaouis font face. En plus des bombardements, le peuple palestinien meurt de faim et de soif. Nous sommes venus chercher un peu de riz pour nourrir les enfants. Nous avons peur pour eux, ils souffrent de famine. La situation est très difficile ici. Nous avons besoin d'aide, nous n'avons absolument rien à manger. Les aides humanitaires ne nous parviennent pas. Je n'ai que cette petite quantité de riz que j'ai difficilement récupérée. Je ne sais même pas combien de temps elle va tenir. La situation est très difficile. Nous craignons un autre déplacement. Il n'y a rien de plus difficile. Nous espérons seulement retourner chez nous. Ces enfants ne rêvent que d'une seule chose, un peu de riz pour être rassasiés. Les plus chanceux, on peut le récupérer tant bien que mal. Pour d'autres, la chance ne leur a pas souri. La situation s'est vraiment dégradée. Depuis la fermeture des passages pour les denrées alimentaires, tous les points sont fermés. On n'arrive plus à s'alimenter. Nous n'avons ni eau ni nourriture après la fermeture des points de passage. Nous souffrons, tout le monde souffre de famine ici. Ceci n'est qu'une partie des affres subies au quotidien par les familles palestiniennes obligées de fuir vers les infrastructures civiles, dont les hôpitaux et les écoles. Une situation qui fait grandir l'angoisse et éteint tout espoir d'un retour à une vie normale. Et dans cette optique, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a insisté sur la nécessité de l'application des décisions du Conseil de sécurité pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens et la protection du personnel humanitaire. Pour Benjama, l'adoption de cette décision est une occasion pour dévoiler les souffrances du personnel onusien qui fait face à de nombreuses difficultés. On l'écoute. En tant que communauté internationale et Conseil de sécurité, il est de notre responsabilité de faire respecter les lois humaines internationales. Il faut assumer nos responsabilités. Nous gardons espoir que le secrétaire général applique les décisions du Conseil de sécurité pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens à travers la protection du personnel humanitaire. L'adoption de cette décision est une occasion pour dévoiler les souffrances du personnel onusien qui fait face à de nombreuses difficultés, notamment dans les zones de conflit. À travers ces actes, l'armée sioniste a enfreint toutes les règles et lois internationales. Et toujours dans l'actualité internationale, le Makhzen au Maroc, de nouveau dans l'œil du cyclone et les révélations dangereuses de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed El Bataoui, qui révèle qu'au moins 4000 soldats marocains participent activement à l'agression barbare sioniste sur la bande de Gaza. Les précisions avec Marim Damis. Le Makhzen, de nouveau dans l'œil du cyclone, dans des massacres perpétrés à Gaza. Les pratiques douteuses d'un régime aux abois et en voie de perdre définitivement sa crédibilité. Cette fois, c'est au tour de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed El Bataoui de jeter une pierre dans la mare en révélant qu'au moins 4000 soldats marocains participent activement à l'agression barbare sioniste sur la bande de Gaza, et ce, en vertu d'une disposition de l'accord de normalisation entre l'entité sioniste et Rabat qui engage la partie marocaine à une coopération militaire. Un enlisement sans précédent dans une trahison décriée par les Marocains libres au quotidien. « 4000 soldats marocains assassinent des enfants, des femmes et des personnes âgées aux côtés de l'armée sioniste à Gaza, et ce en vertu des accords d'Abraham. Les jours du régime du Makhzen sont désormais comptés. C'est pour cette raison que plusieurs accords de coopération ont été signés avec l'entité sioniste. De ce fait, il a décroché le soutien de l'AIPAC, le lobby sioniste implanté aux États-Unis, et il a pu garantir la continuité du régime au Maroc.
Bon, quoi qu'il en soit, ça reste honteux puisque c'est la conséquence des accords d'Abraham, mais en même temps, ils sont dans une logique sioniste parfaitement légitime. Simplement pour satisfaire les desiderata peut-être financiers, peut-être qu'ils y vont pour l'argent, c'est peut-être des mercenaires, ou simplement pour satisfaire des accords d'Abraham qui sont vraiment une paix honteuse, qui va à l'encontre évidemment de la nation arabe et du peuple de Palestine. Autant le peuple marocain est largement solidaire, comme tous les peuples arabes d'ailleurs, ils sont très mobilisés sur ces questions-là, particulièrement aujourd'hui où il faut du courage pour manifester, sachant qu'effectivement les accords d'Abraham signés avec l'entité sioniste n'ont absolument rien apporté au peuple. Puis des contestations populaires, le Marzen persiste et signe en intensifiant sa coopération militaire avec l'entité sioniste, en envoyant de son plein gré des milliers de soldats marocains pour appuyer l'occupation sioniste dans son génocide à Gaza. Une trahison perpétrée au nom de la stabilité régionale par celui qui préside le comité El-Quds. L'accord de normalisation stipulait la nécessité d'augmenter le niveau de coopération entre les deux parties, l'entité sioniste et le Marzen, sous la supervision américaine. En tant que mission de défense commune coordonnée par les États-Unis, cette orientation a été confirmée par une série d'exercices au profit de l'armée marocaine ainsi que par son approvisionnement en armes. De plus, le niveau des visites a été élevé et plusieurs mémorandums de coopération entre les deux parties ont été signés dans les domaines du renseignement et militaire. Sous l'emprise des intérêts sionistes, le Maroc voit sa politique étrangère influencée par des forces agissant dans l'ombre. Cette adhésion au lobby sioniste se manifeste par un silence face aux appels de détresse des Palestiniens à Gaza. Et puis retour chez nous avec cette petite escapade avec Walid Yousfi qui nous emmène pour une virée à Tessimsil, très exactement au parc national de Thniyat El-Had, au cœur de Dame Nature. À la faune et à la flore très diversifiée se dresse ce parc très prisé par les randonneurs. Walid Yousfi signe le grand format de ce samedi, regardez. Dans ce nouveau grand format du samedi, nous vous proposons de vous emmener dans un parc national très prisé donc par les campeurs. Il se trouve à environ 200 km d'ici et pour en parler, nous avons avec nous Ramzi Salmi. Alors bonjour Ramzi. Bonjour. Donc vous êtes guide, expliquez-nous où nous allons partir. Notre destination d'aujourd'hui, ça va être le parc national de Thniyat El-Had. Comme vous l'avez dit, c'est situé à environ 200 km de Alger. Nous sommes en train d'attendre les participants qui vont arriver justement pour démarrer à notre destination. C'est parti pour une virée de 3 heures environ à l'ouest du pays, direction le parc national de Thniyat El-Had à Tessimsil. Une forêt connue pour abriter une faune et une flore très diversifiées. Donc nous venons d'arriver à l'un des points d'entrée de la forêt de Thniyat El-Had. A priori, le corsaire ne peut pas aller plus loin, donc il va falloir que nous marchions le reste des 4 km qui nous attendent à pied. Ça s'annonce un peu difficile. On vient de faire une randonnée de 3 ou 4 km. C'était un peu difficile car nous avons beaucoup de matériel à porter et le terrain n'est pas très praticable. Et c'est peu dire, mais une fois arrivé, la beauté de l'endroit nous fait tout de suite oublier ces longues heures de marche. Après quelques minutes de repos, on commence à installer le bivouac, puis chercher du bois pour préparer la soirée. Car une fois la nuit tombée, place à une toute autre ambiance. C'est une expérience où l'être humain peut se retrouver, peut voir ce qu'il peut faire, sans oublier qu'ici en Algérie, on a plusieurs endroits qu'on n'a pas eu la chance de visiter.
Nous avons passé une très belle soirée. Certains d'entre nous n'ont carrément pas dormi de la nuit. Il y avait une bonne ambiance. Je fais des bivouacs depuis très longtemps. Ça me permet de m'évader un peu, d'oublier le stress de la ville, de me ressourcer et de faire le plein d'ondes positives. Ça nous a permis de faire de belles rencontres. Les gens que vous voyez ici viennent d'un peu partout. Même si on ne se connaissait pas avant, on repart comme une seule et même famille. En Algérie, la saison des bivouacs en forêt se termine en mai. Nos aventuriers, ou la Yellow Family comme ils préfèrent s'appeler, ont choisi de camper en bord de mer à l'est du pays pour leur prochaine escapade. Une aventure à suivre. Franchement, c'est magnifique. Chanceux ce Walid Yousfi. Autre passion, autre détente et en dépit d'un vent faible et temps gris, les cervolistes se sont donné rendez-vous sur la plage de Zemmouri à Boumerdès. Avec un peu d'insistance, ils ont pu faire décoller de magnifiques cerfs-volants multicolores donnant un peu de couleur à ce ciel gris. Signé le reportage, ou plutôt le reportage est signé Raouf Hamouch. Regardez. Sur la plage de Zemmouri, ils avaient tous les regards braqués vers le ciel, à contempler ces créations uniques et colorées qui virevolent dans l'air. Enfants et adultes, ils étaient tous fascinés par ce spectacle fait de cerfs-volants, confectionné à l'occasion avec une imagination sans limite. Mais les faire décoller n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas trop de vent, mais c'est pas grave parce que ici ils nous apprennent à faire du cerf-volant. Il faut du vent, un cerf-volant, il faut avoir beaucoup de physique comme ça au cours. Je suis venue jouer avec mes amis pour jouer avec le cerf-volant, pour faire cette activité qui est très bien, que j'aime beaucoup. On fait comme ça, on court. Des sourires qui ont pu être dessinés grâce à cette première édition du Festival du cerf-volant, organisé ici à la place du Grand Bleu. Les organisateurs aspirent à ce que cet événement devienne un festival international et puisse accueillir les touristes du monde entier. Quand on voit les enfants accueillir moi j'ai des enfants aussi, j'ai des petits-enfants, je sais ce que ça veut dire un enfant. Il va vraiment rentrer, il va en parler pendant une semaine et 10 jours. On leur offre un cerf-volant. Chaque enfant il a droit à un cerf-volant. Et c'est pour nous aussi l'occasion de le mettre en valeur et puis permettre aux parents de montrer, d'apprendre, de proposer cette petite activité qu'ils partagent maintenant avec leurs enfants qui ne connaissent pas le cerf-volant. C'est vrai qu'on a la chance ici au Grand Bleu d'avoir beaucoup de familles, beaucoup de sportifs aussi. Et puis c'est un endroit, si vous voulez, on aime regrouper les gens d'univers différents d'ailleurs, hein, que ce soit artistique, culturel ou sportif. Donc c'est un petit peu une maison pour tout le monde en fin de compte. Pour ces familles, le fait de regarder ces cerfs-volants leur procure une joie inégalable. Une joie qui ne tient qu'à quelques fils et à un vent chatouilleux que ces cervolistes guettent impatiemment. Après tout est une question de volonté et le vent n'est qu'un simple propulseur. Voilà qui termine ce journal préparé par Adel Bouhamed Saidi et réalisé par Yesh Gallou. L'information revient à 19h tout de suite. Les nouvelles du ciel de Mina Abed. À tout à l'heure et bon appétit si vous êtes à table.